Bon, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Nous prolongeons le cycle de conférences organisées par le journal du VRAC, qui a été amorcé hier sur des problématiques de sécurité liées aux poudres, par un témoignage très ciblé sur la protection des explosions sur les élévateurs à godets, mais très ciblé dans son application, mais je dirais aussi très généraliste dans son approche, puisque c'est l'occasion avec Jacques Lamballet, directeur commercial France de la société Stuvex, de faire aussi un point réglementaire et une mise au point globale sur cette approche. Et plutôt que de m'étendre sur ce sujet, je voudrais aussi préciser qu'il y aura des suites de cette conférence dans le journal, puisqu'on aura l'occasion de faire des développements par écrit à partir des illustrations dans les prochains numéros. Je passe tout de suite la parole. Précision, question à la fin de l'intervention, mais aussi l'espace est ouvert pour des contacts plus personnalisés avec l'interlocuteur. Si vous voulez prolonger les liens, c'est une occasion aussi. C'est un peu la vocation des conférences techniques. Merci. Merci. Donc bonjour, je suis Jacques Lamballet de Stuvex. Merci pour votre présence. Le but de cette présentation, c'est à partir des normes et directives disponibles à ce jour, de faire le point sur les mesures de prévention et de protection contre les explosions de poussière sur les élévateurs à godets. Donc je vais me concentrer plus sur les élévateurs à deux jambes qu'on rencontre le plus souvent. Donc je vais être obligé de faire un petit peu de rappel en matière d'ATEX et d'explosion. Ce sera assez rapide parce que c'est censé être connu par tout le monde. Et puis je ferai un petit point sur la réglementation, une évaluation du risque et puis les mesures de protection qui sont proposées et qui doivent être installées sur les élévateurs à godets. Donc un petit rappel sur les explosions de poussière. On a un hexagone au lieu d'un triangle basique pour le triangle du feu. Donc un hexagone de l'explosion, il faut qu'on ait 6 points pour obtenir, on va dire, une explosion optimale. Donc un comburant, l'oxygène, le combustible, ce sont les poussières, une source d'inflammation, un confinement, une mise en suspension de ces poussières, et puis ensuite une concentration optimale, on va dire, pour obtenir une explosion. Donc là, je vais revenir sur les directives ATEX qui sont la base de la réglementation actuelle pour les élévateurs à godets. Donc que disent ces directives? Qu'il faut empêcher, bien évidemment, le plus simple, c'est d'empêcher la formation d'une atmosphère explosive. Donc éviter d'avoir des poussières un petit peu partout. Donc les mesures les plus simples, c'est soit de faire du nettoyage, du dépoussiérage, du nettoyage, ou de mettre en place un cloisonnement physique pour éviter d'avoir un empoussièrement. Si ces mesures d'empêcher la formation de la zone ATEX, si ces mesures ne sont pas suffisantes, eh bien il faudra passer au deuxième point, c'est empêcher l'inflammation de cette zone, de cette atmosphère explosive. Donc pour empêcher l'atmosphère explosive, eh bien, on va avoir différentes solutions. Soit on fait de la détection en amont, de la surveillance, de l'inertage. Enfin, il existe différentes solutions qui sont à disposition pour empêcher l'inflammation de cette zone ATEX. Si ça n'est pas suffisant, eh bien, il faudra limiter les effets de cette explosion. Donc limiter les effets de l'explosion, eh c'est soit confiner, c'est-à-dire l'explosion va se dérouler entièrement, mais elle va être contenue dans un réservoir ou dans le volume total qui va résister à la pression maximale. Soit on met des évents d'explosion pour décharger cette explosion vers une zone sûre.
Ou on peut envisager également une suppression de l'explosion, c'est-à-dire on va dire c'est un système de protection incendie ultra rapide qui va empêcher le développement de l'explosion. Alors un petit rappel, ces directives ATEX, c'est du réglementaire et ça relève directement du Code du travail, j'insiste, avec un décret d'application qui date de 2008. Donc ça ne relève pas du Code des assurances ou de quoi que ce soit d'autre, c'est pas du contractuel, c'est le Code du travail, c'est vraiment écrit comme ça dans le Code du travail. C'est une obligation pour la sécurité sur le lieu de travail, pour les employés et pour les salariés. Donc sur un élévateur à godets, on va pouvoir agir sur pratiquement un seul élément, c'est sur les étincelles. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour éviter justement d'arriver à ce type de situation ? Ce ne sont pas des photos retouchées Photoshop. Ce sont des photos prises sur des élévateurs. On voit que ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la mécanique lorsque vous avez une explosion de poussière. Donc je vais maintenant vous présenter une petite vidéo sur des tests qui ont été faits sur un élévateur réel au FSA en Allemagne. Donc ces tests ont permis de conduire à l'élaboration du règlement technique européen sur la protection des élévateurs. Donc dans un premier temps, vous allez voir que cet élévateur, l'explosion va se dérouler en temps réel. Et puis ensuite, on va assister à cette même explosion au ralenti. Alors, une petite explication. Donc, je vais mettre sur pause. Voilà. Donc, quelques petits éclaircissements. Cet élévateur, c'est un élévateur donc, qui fait 12 mètres de haut. Ça va sûrement vous rappeler quelque chose, 12 mètres, mais c'est parce que ça correspond aux distances d'installation des évents. Donc c'est un élévateur qui fait 12 mètres de haut, sur lequel il y avait un évent en partie médiane, un évent en partie haute, et on avait également une sortie ouverte au niveau de l'entrée du produit, et un évent d'explosion sur le cyclone de dépoussiérage. Donc ce test qui a été réalisé, c'était avec des poussières de mémoire de un KST d'environ 100 bar-mètres par seconde. Donc on va revoir cette explosion maintenant au ralenti et voir le phénomène de l'explosion. Vous voyez qu'on a d'abord une explosion avec l'évent du haut. L'explosion a été provoquée en partie haute. Donc on a d'abord les flammes qui sortent, on a l'onde de pression qui se propage tout au long de l'élévateur de haut en bas. Et la pression fait que toute la poussière sort déjà par l'évent d'explosion en partie médiane et également par l'entrée matière en partie basse. Donc ensuite, la flamme va suivre et va enflammer donc, au niveau du milieu de l'élévateur et du bas, pratiquement simultanément, mais après l'onde de pression. Et on voit à la partie droite, vous avez vu une flamme qui arrive au niveau du dépoussiérage sur le cyclone, avec l'évent sur le cyclone qui s'est ouvert un petit peu après le reste. Mais on a bien eu une propagation de l'explosion depuis la tête de l'élévateur vers le cyclone de dépoussiérage. Donc voilà, et là, bon, l'explosion est très rapide, mais on voit qu'il y a quand même une séquence assez... dans le temps, si vous voulez, on voit bien que ça part du haut, ça va dans le bas et ça se propage jusqu'au niveau du cyclone de dépoussiérage. Bon là, je vais couper la vidéo. Donc maintenant, on va parler de la réglementation. Les référentiels normatifs qui existent actuellement, on a depuis 2011, donc, on avait une norme allemande, la VDI 2263. On a également deux documents des référentiels NFPA, donc nord-américains.
sur la protection des explosions avec des évents principalement. Et depuis 2016, donc, on a un rapport technique qui a été publié et donc qui donne des solutions préventives et curatives pour la protection contre les incendies et les explosions sur les élévateurs à godets. Donc là, on va principalement parler de ce rapport technique qui est un des plus récents et donc qui est normalement, qui peut être appliqué pratiquement dans tous les pays d'Europe. Donc l'évaluation du risque sur un élévateur, on peut difficilement agir sur les... Bon, tout à l'heure, je disais que pour une explosion, il fallait les 6 points réunis. On peut difficilement agir sur les 6 points. Le principal point sur lequel on va pouvoir agir, ce sont les sources d'inflammation, bien évidemment. Si on peut éviter d'avoir des sources d'inflammation, on va limiter le risque d'explosion dans un élévateur à godets. Quels sont les risques d'inflammation dans un élévateur à godets? Ils sont relativement bien identifiés. Il y a les origines internes, bien évidemment, c'est les surfaces chaudes, les frictions de bande, patinage, enfin paliers défectueux, rupture de paliers, des étincelles mécaniques provoquées par des godets qui sont au contact des jambes de l'élévateur pour une raison de rupture mécanique de la bande ou quelque chose comme ça. Il y a évidemment des risques liés à l'appareillage électrique, les moteurs, une mauvaise mise à la terre, des appareils qui ne sont pas conformes au classement ATEX par rapport à la zone. Il y a l'électricité statique et puis il peut y avoir également certainement d'autres raisons. Il y a également des origines qui peuvent être externes à l'élévateur. L'élévateur peut très bien être considéré comme sûr, mais on peut avoir des sources extérieures qui vont provoquer une explosion à l'intérieur de l'élévateur. Ça peut être des surfaces chaudes, des travaux de soudure, des travaux extérieurs qui vont faire qu'un élément enflammé va rentrer à un moment donné à l'intérieur de l'élévateur. Donc c'est l'élévateur, ce n'est plus une origine interne qui va provoquer l'explosion, mais une origine externe parce que l'élévateur, c'est un élément de transport dans le process de vrac. Donc il y a forcément à un moment donné des produits qui viennent de l'extérieur. Et donc il y a un risque éventuellement d'avoir une énergie d'inflammation qui vient de l'extérieur. Donc voici un scénario classique d'explosion sur un élévateur à godets. On va prendre le cas d'une explosion qui se produit dans la tête, comme sur la vidéo tout à l'heure. Bon, quel est le risque? Vous avez la propagation qui va se propager, comme on le voit, vers le dépoussiérage qui est représenté en haut, qui peut se propager vers la sortie, l'alimentation d'un silo ou d'un convoyeur. Enfin, on peut imaginer n'importe quel moyen de transport. Cette propagation peut descendre via les jambes vers le pied de l'élévateur, avec un risque en fonction de la configuration de l'élévateur, de sa taille, de la taille des jambes, de la section des jambes. Eh bien, il y a un risque d'accélération de cette explosion. Et donc d'avoir une explosion plus violente au niveau du pied, et puis là une explosion, enfin une propagation vers, on peut imaginer des bandes transporteuses, un convoyeur à chaîne qui lui n'est pas potentiellement dangereux, mais qui peut être un vecteur de propagation de cette explosion. Donc pour rappel, dans l'évaluation du risque, le ATEX poussière, qu'est-ce que ça veut dire, le latex? C'est qu'on va accepter le risque. Il y a toujours un risque, il y aura toujours un risque, mais il faut rendre ce risque résiduel acceptable. C'est les fondements même de latex. Donc c'est pour cette raison que pour les poussières, on a 3 classements qui sont bien connus, les zones 20, 21, 22. Zone 22, présence d'une atmosphère explosive rare, on va utiliser des matériels de catégorie 3D minimum, et on n'a pas de source d'inflammation en fonctionnement normal. Zone 21, c'est la même chose pratiquement, mais avec une présence d'atmosphère explosive occasionnelle, et avec des sources d'inflammation, pas de source d'inflammation en fonctionnement normal, mais maintenant, il faut également prendre en compte le cas d'une défaillance prévisible. Et puis la zone 20, la zone la plus dangereuse, on va dire. Bon, dans ce cas-là, on a une présence d'atmosphère explosive fréquente ou pratiquement permanente. Donc là, il va falloir utiliser du matériel de catégorie 1D uniquement.
Et on considère qu'il ne faut pas avoir de source d'inflammation en fonctionnement normal, mais également en cas de défaut ou de défaillance prévisible et de défaut rare ou d'un deuxième défaut. Donc ce qui fait que là, c'est beaucoup plus compliqué, que les mesures préventives, on va le voir, sont rarement suffisantes dans ce cas de configuration. Donc bien évidemment, ce zonage ATEX, si on le considère pour un élévateur à godet, eh bien on sera toujours, lors de l'utilisation de poussière combustible, bien évidemment, en zone ATEX 21 ou 22. On peut pas être 21 ou 20, pardon. On ne pourra pas être en zone 22 dans un élévateur à godet qui fonctionne et qui transporte des matières combustibles. Le zonage, bien évidemment, ne tient pas compte des éléments externes. Là, on est uniquement sur l'analyse de l'élévateur lui-même, pour revenir sur les sources d'inflammation qui pourraient venir de l'extérieur. Si cet élévateur est alimenté par quelque chose, un appareil très dangereux potentiellement, bien évidemment, on ne pourra pas considérer que le zonage est 21 dans l'élévateur lui-même. Donc, on va maintenant appliquer à la réalité, c'est-à-dire l'évaluation du risque et le zonage tel qu'il est présenté dans le rapport technique 16829. Donc ce rapport technique ne donne pas de définition, on va dire, toute faite pour le zonage des élévateurs. Ce serait beaucoup trop simple pour tout le monde, aussi bien pour les fabricants que les exploitants. Donc ce zonage, en fait, il donne simplement deux exemples, qui sont un exemple de zonage 20 et un exemple de zonage 21. Il n'y a pas de, comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas de possibilité d'avoir un zonage 22 à l'intérieur d'un élévateur à godet. Donc il donne l'exemple d'un zonage 20 pour lequel on travaille sur du grain brut standard qui n'a pas été nettoyé, d'une taille moyenne inférieure à 0,5 mm. Dans le cas B, il donne ce règlement technique, donne l'exemple d'un grain brut qui aurait été nettoyé ou de gros grains supérieurs à 1 mm avec une fraction très faible de poussière fine. Donc ça laisse ouvert à une certaine discussion et malheureusement souvent à une certaine confusion au niveau de la fraction faible, ce que ça représente exactement. Quand on parle évidemment de grains bruts nettoyés, on parle du produit lui-même, c'est-à-dire qu'un élévateur qui sera équipé d'un système de dépoussiérage, comme on l'a vu tout à l'heure là, avec une reprise sur la vidéo vers un cyclone, ce système de dépoussiérage n'est pas un système de filtration du produit lui-même, mais il va plutôt être là pour éviter d'avoir une accumulation de poussière au niveau de la tête ou du pied de l'élévateur. Et éventuellement, s'il y a des problèmes d'étanchéité au niveau de cet élévateur, ben, le fait de mettre légèrement en dépression avec un dépoussiéreur ou un cyclone, ça va éviter d'avoir de la poussière qui sort partout de l'élévateur et donc de se retrouver avec un zonage en dehors de l'élévateur, un zonage ATEX 22 voire 21 si cette poussière est suffisamment importante et permanente et en présence permanente, qu'il y en a au sol en permanence, quoi. Donc c'est vrai que pour un élévateur, pour une application donnée, il faut vraiment réaliser cette analyse de danger pour évaluer précisément quel est le zonage et éviter de tomber dans la facilité de dire ben voilà, c'est zone 21, il n'y a pas de risque, mais sans que ce soit vraiment couché et expliqué sur le papier. Et ça, il faut une implication non seulement du fabricant de l'élévateur, si on est sur un projet, si c'est pour un projet neuf, mais il faut que l'exploitant soit bien mis au fait de ça, parce que c'est lui aussi qui aura la responsabilité en fin de projet, quand il va exploiter son élévateur. S'il y a une explosion, on lui demandera pourquoi l'élévateur n'a pas été protégé et pour quelle raison, quelle était son analyse qui l'a poussé à ne pas protéger son élévateur. Bon, quelles sont les conséquences de ce zonage ATEX sur un élévateur ?
Quand on a un zonage 21, donc on parle bien du zonage à l'intérieur de l'élévateur, hein. Ce zonage 21, il oblige à mettre en place des mesures préventives pour empêcher l'inflammation. Donc on peut mettre tout ce qui existe maintenant sur le marché, des contrôles de température, contrôle de déport de bande, patinage, de mettre des bandes antistatiques. Donc là, on va tenir compte du fonctionnement normal et d'une défaillance prévisible. Donc en mettant en redondance tous ces systèmes, si on a un élévateur classé en zone 21 interne, les mesures préventives sont suffisantes. Mais bien sûr, il faut toutes les mettre. Suite à cette analyse de danger, on va mettre tous les moyens préventifs en œuvre pour éviter une inflammation de cet élévateur. Si le zonage JATEX à l'intérieur de l'élévateur est en zone 20, en plus de ces mesures préventives, donc qui sont identiques à un zonage 21, il faudra mettre en place des mesures complémentaires de protection pour tenir compte des défaillances rares. Un petit peu en amont dans la présentation, si vous vous souvenez, il y avait donc le zonage, ce qu'il faut faire. Donc on tient compte des mesures préventives, donc d'une défaillance, d'un fonctionnement normal, d'une défaillance et d'une défaillance rare. Donc dans ce cas-là, on va être obligé de mettre en place des mesures de protection. Donc bien évidemment, j'insiste un petit peu, mais cette analyse et ce zonage, il faut toujours tenir compte des éléments en entrée et en sortie, parce que cet élévateur, il est relié, il ne fonctionne pas en autonome, il est relié soit à des trémies en sortie, soit à des bandes transporteuses ou des transporteurs à chaîne. Et la même chose en entrée, on doit tenir compte de ce qui va se passer éventuellement au niveau des entrées et sorties de l'élévateur ou des dépoussiérages. Donc quelles sont les mesures de protection qu'on peut mettre en place et qui sont proposées pour les élévateurs à godets? Les moyens existants, bien, le plus simple, je dirais, on pourrait envisager de faire un élévateur qui résiste à la pression maximale d'explosion. Je pense que vous savez que les poussières sont principalement caractérisées, les poussières combustibles et explosives sont principalement caractérisées par leur KST, qui est un coefficient de montée, de rapidité d'explosion, pour simplifier, et leur pression maximale. Donc si la pression maximale pour le produit est de 8 bars, eh bien, on pourrait imaginer que en faisant un élévateur qui résiste à 8 bars, on a résolu le problème et il n'y a plus de questions, il n'y a plus de problème à résoudre. C'est en partie vrai. On verra par la suite que c'est pas tout à fait aussi simple. Ensuite, il y a les évents d'explosion. Donc là, on va décharger l'explosion, on va fragiliser l'élévateur et on va faire s'échapper l'explosion, donc les flammes et l'onde de pression, vers l'extérieur de l'élévateur. Et puis la troisième possibilité, c'est d'utiliser un système de suppression d'explosion pour éteindre l'explosion avant qu'elle ne se soit totalement développée et donc qu'elle ait détruit l'élévateur. Toujours la même chose, là on viendra plus tard parler des moyens de cloisonnement, puisque l'élévateur est toujours relié en entrée et en sortie et via son système de dépoussiérage s'il en est équipé. Il faudra évidemment prendre en compte les effets d'une explosion à l'intérieur de l'élévateur à tous les éléments qui y sont reliés. Donc je vais revenir maintenant un petit peu sur la résistance à la pression maximale d'explosion. Est-ce qu'elle est possible? Théoriquement, sur le papier, cette résistance, elle est possible. Elle va être beaucoup plus facile si vous avez un élévateur avec des jambes cylindriques, tubulaires. C'est plus facile de le faire résister à une pression de l'intérieur. Il faudra tenir compte des autres éléments, de la hauteur, des caractéristiques des poussières. Il faudra également tenir compte de la construction interne, c'est-à-dire est-ce qu'il est équipé de godets métalliques ou de plastique, de la section de passage libre dans chaque jambe, puisque vous savez, à l'intérieur de l'élévateur, il y a des godets avec une sangle. Donc ces godets ont une certaine surface en section, et donc l'explosion ne passe pas au travers des godets, il faut qu'elle passe dans la partie libre de la jambe.
Il faut bien évidemment, oui, le deuxième point, la compatibilité des moyens de cloisonnement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que si une explosion a lieu dans un élévateur, là, on fait résister l'élévateur à la pression maximale, qui va être par exemple 8 ou 10 bars de cet ordre-là. On peut imaginer quand même qu'à 10 bars, c'est relativement violent. Donc là, il y a peu de doute que l'explosion va se propager à tout ce qui est relié. Et ça veut dire que tout ce qui est relié, il faut cloisonner, mais que ça résiste à la pression maximale. C'est-à-dire qu'il faudra tenir compte que la pression, cette pression de 10 bars, s'il n'y a pas de cloisonnement, elle pourra se propager beaucoup plus loin, par exemple jusqu'à un cyclone. Et s'il y a une accélération et une pression qui s'accroît dans la conduite, on va arriver, par exemple dans le cyclone ou dans une trémie, on va arriver avec une pression initiale qui ne va plus être la pression atmosphérique. C'est-à-dire que vous allez avoir une montée en pression, vous allez avoir l'explosion secondaire va se dérouler, mais pas à la pression atmosphérique. La pression initiale va, par exemple, être de 1,5 bar. Et là, ça veut dire que la pression, si on est à 1,5 bar en pression initiale, et bien la pression max qui était, par exemple, de 10 bars à la pression atmosphérique, on va multiplier, et là, on va avoir une pression maximale de 15 bars. Ce qui explique aussi la violence des explosions secondaires et qu'on arrive à détruire des cellules béton avec une explosion de poussière. Donc, bien évidemment, si l'envie est de faire un élévateur qui résiste à la pression d'explosion, on conseillera toujours de faire une analyse de danger spécifique. À ma connaissance, moi, je n'ai jamais rencontré d'élévateur, sauf sur une application, je crois, qui avait été prévu pour résister à la pression maximale, mais qui n'était pas équipé de moyens de cloisonnement. Donc, je pense qu'il n'y avait pas eu d'analyse de danger. Donc maintenant, les moyens de protection, la décharge d'explosion, bon, ce sont des évents d'explosion. Le nombre, c'est vraiment le grand plus du règlement technique, c'est que là, il donne vraiment des règles, on va dire, assez faciles à comprendre au niveau du nombre et du positionnement des évents d'explosion qu'il faudra installer sur un élévateur. Donc, ce nombre, il varie en fonction, bien évidemment, de la hauteur de l'élévateur, de la violence potentielle des explosions, donc du KST, du coefficient d'explosion des poussières, et également de la résistance de cet élévateur. Puisqu'on va avoir une explosion, on va éventer cette explosion, mais il faut quand même que l'élévateur soit prévu pour résister à un minimum à une certaine pression. Alors j'insiste un petit peu, mais ce référentiel, ils sont quand même basés sur des tests réels, c'est-à-dire que ce n'est pas des extrapolations bizarres faites derrière un bureau. Non, non, ce sont vraiment des tests qui ont été faits, en partie au FSA en Allemagne, mais qui ont été faits, donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, qui ont été faits, et on a extrapolé et mis en équation pour simplifier, mais c'est vraiment établi à partir de tests réels. Donc que dit ce règlement technique? Donc il donne des solutions de protection de l'élévateur avec des évents. Donc il va dire, on voit la courbe numéro 1, on a mis un évent d'explosion sur la tête, sur le pied et puis sur chaque jambe à 3 mètres de distance. Et on a fait différentes explosions, on a fait plusieurs explosions avec des poussières plus ou moins explosives, donc avec le KST en abscisse, ce qu'on voit en bas. Et on voit que, par exemple, pour des poussières avec un KST de 120, eh bien, on va être à peu près, on va dire, à 0,25, 0,30. Alors ça, c'est quoi? C'est la pression minimale d'explosion qu'on va obtenir dans cet élévateur. Donc ça, c'est les pressions qui ont été mesurées. Donc on voit très bien que cette courbe 1, sur laquelle on a un élévateur qui est vraiment protégé, presque surprotégé. On a un évent tous les 3 mètres sur chaque jambe, sur la tête et sur le pied. On a quand même une montée en pression, vous voyez, sur le KST de 100, on est à 0,2 bar. C'est pas négligeable. Et puis ensuite, on a fait varier un petit peu le nombre et les distances des évents. Donc on voit que sur la courbe 2, on a un évent sur le pied, sur la tête. Mais là, on a doublé les distances et on a mis des évents tous les 6 mètres sur chaque jambe.
Et ainsi de suite. Et on voit que sur la cinquième courbe, là, on a mis un évent sur la tête uniquement, et puis sur les pieds, tous les 12 mètres. Pour vérifier. Et donc là, on voit quand même que même avec un KST de 100, on est pratiquement avec une pression dans l'élévateur qui approche les 400 millibars, ce qui est quand même relativement élevé. Alors pourquoi les vents sur la tête? Parce que souvent la tête elle est à l'extérieur et c'est plus facile de mettre un évent sur la tête que sur le pied. Et pourquoi 12 mètres? Parce que les tests ils ont été réalisés sur un élévateur qui faisait 12 mètres et que il fallait bien se fixer une limite, quoi. Alors peut-être qu'il aurait été possible de faire, si un fabricant d'élévateur voulait prêter un élévateur de 24 mètres pour faire les tests, ça aurait peut-être été possible. Donc c'est bien limité à 12 mètres et ensuite on extrapole. Donc on voit quand même que les montées en pression pour les KST supérieures à 100, enfin à partir de 100, puisque ça a été testé à partir de 100, on a des pressions qui ne sont pas négligeables et qu'on oscille entre 0,2 et 0,4. Et dès qu'on est sur des pressions, des KST d'environ 120, là on peut atteindre entre 0,4 et 0,6 bar. Même plus, oui, presque 0,7 bar avec un KST de 120. 0,7 bar, c'est beaucoup pour un élévateur. Pour un élévateur standard et surtout qui n'a pas été conçu pour ça. Il existe une troisième possibilité. Si on est sur des KST inférieurs à 100 et que l'élévateur résiste à 1 bar, dans ce cas-là, on considère que les tests ont montré qu'on ne dépasserait pas les 1 bar. Donc un élévateur qui résisterait à plus d'1 bar, même s'il n'a pas d'évent et qu'on travaille avec des poussières inférieures à 100 bar mètres par seconde, théoriquement, il n'a pas besoin d'être protégé lui-même. Attention, je ne parle que de l'élévateur. J'insiste, s'il y a l'explosion et que se propage vers les éléments entrants ou sortants, bien évidemment qu'il faudra prendre en compte cette possibilité. Bon, pour disons, répondre aux questions que vous vous posez certainement, vous avez des poussières qui sont inférieures à 100. On peut toujours extrapoler, voir la forme de la courbe et puis essayer de voir ce que ça donne. Bon, on a le règlement américain qui donne sensiblement, sans rentrer dans le détail, qui donne sensiblement la même chose et qui pour des poussières inférieures à 100 et pour une résistance inférieure ou égale à 0,2 bar, préconise de mettre des évents tous les 6 mètres. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Je me suis permis juste à titre indicatif, bien évidemment, de vous donner un ordre d'idée de la résistance de jambes rectangulaires non renforcées sur un élévateur classique. Bon, avec de la tôle pliée de 2 mm, en supposant que ce soit correctement assemblé, bien évidemment, avec des soudures continues ou un boulonnage adapté. Une simple jambe de 400 par 300 en 2 mm, on voit qu'en limite élastique, on est à environ 160 millibars, mais en déformation plastique majeure, on est à 240 millibars. Et puis ensuite, on voit que, bien évidemment, plus la taille est importante, plus la pression risque d'être faible si on n'augmente pas l'épaisseur, bien évidemment. Et donc ces valeurs, ça a une importance parce que en fait, latex, il faut avoir dans l'idée que latex, c'est du réglementaire, c'est ce que je vous ai dit au départ, donc c'est le code du travail. Le code du travail n'est pas là pour protéger l'outil de production, il est là pour protéger les personnes. Donc on ne tient pas compte, on va fondamentalement éviter la rupture pour éviter qu'il y ait des projections. C'est le but de latex. En tant qu'exploitant, si vous investissez dans un élévateur neuf, peut-être que vous avez intérêt à prendre une limite beaucoup plus faible pour éviter d'avoir des déformations trop importantes sur un élévateur. Sur un élévateur existant, par expérience, c'est beaucoup plus compliqué ou alors il faut renforcer l'élévateur pour qu'il puisse garder une fonctionnalité, quoi. Parce que des déformations plastiques majeures sur un élévateur avec des jambes rectangulaires, vous avez vu tout à l'heure, s'il est bien déformé, les godets risquent de plus passer, quoi. Donc il sera protégé, bien évidemment, il sera protégé correctement,
Mais d'un point de vue exploitation et financier, ça posera certainement un problème, sauf aux fabricants d'élévateurs qui pourront en vendre un nouveau, mais ce n'est pas le sujet ni l'objet. Donc voilà, juste un exemple hein, sur une explosion d'un élévateur. C'était juste pour montrer qu'un assemblage a priori correct, eh bien, en faisant une analyse, on se pose la question pourquoi c'est ouvert. Parce que si on fait un simple calcul mécanique de résistance, le pliage, le nombre de boulons, le type du boulon, le type d'acier sur le papier, il n'y a aucun problème. Et puis en fait, en se rapprochant, on se rend compte qu'au niveau de l'assemblage, eh bien, pour faciliter l'assemblage sur le chantier, au lieu de garder des trous simplement bien cylindriques, on a fait des trous oblongs. Et les boulons, là c'était je crois du M10, des boulons en M10 avec les rondelles, eh bien, ils sont passés au travers des trous. Et on arrive à ouvrir sans problème une jambe d'élévateur. Donc c'est simplement pour vous montrer que ça représente quand même une certaine force. Hein. Alors quels sont, parce que bien évidemment de mettre des évents, ça pose des problèmes, et puis il y a quand même des contraintes qui sont liées en fait aux tests qui ont été réalisés et aux limites. Bon, ça se limite aux poussières organiques, mais ça, bon, c'est plus souvent des poussières organiques. Bon, les minérales ne sont pas concernés puisqu'il n'y a pas de risque. Les tests qui ont été réalisés sur des élévateurs avec des jambes de section rectangulaire et non pas cylindriques, ont été réalisés jusqu'avec des sections de 0,5 m². La surface à 60% donc de la section de la jambe, on était sur des godets métalliques et non pas des godets plastiques, j'y reviendrai après. La distance maximale entre les godets était de 280 mm. On avait une surface d'évent minimale au moins égale à la section d'une jambe. Donc c'est assez facile à calculer, là, les évents. Une fois qu'on a le nombre, eh bien, la section elle est donnée par la section de la jambe. La pression d'ouverture de ces évents elle doit être de 0,1 bar. Il n'y a pas eu de test de fait, enfin je crois qu'il y a eu des tests de fait avec des pressions d'ouverture plus faibles qui visiblement n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc ça n'avait aucune incidence majeure sur la montée en pression à l'intérieur de l'élévateur. Et la hauteur des évents devait être au moins d'1,5 fois la distance entre les godets. Alors, bien évidemment, il y aura peut-être des difficultés dans les cas qui vous intéressent. À chaque fois, il faut vraiment voir au coup par coup quelles sont les contraintes et ce qui peut être fait ou modifié, quoi. Alors, les contraintes d'installation, là, il y a un petit exemple. Bien évidemment, les évents, je le répète, c'était sur chaque jambe. Il y a possibilité, quand il n'y a pas où mettre les évents, par exemple, un seul évent sur la jambe, pour une raison mécanique, on ne peut pas en mettre un seul. On peut en mettre, par exemple, 2 sur la même jambe, mais qui auront la même surface au total qu'un seul. Et puis, vous les mettez de chaque côté de la jambe. Mais bien évidemment, un sur une jambe ne suffit pas, quoi. Les vents sur le pied, alors ça c'est souvent un problème parce que sur le pied on peut rarement mettre un évent d'explosion. Alors je vais me limiter au rapport technique. Il dit qu'on peut mettre cet évent à environ la moitié de la distance qui a été choisie. C'est-à-dire si on a prévu de mettre des évents tous les 6 mètres lors du calcul, on prévoit des évents tous les 6 mètres, eh bien il faudra que l'évent sur la tête soit au moins à 3 mètres, sur le pied, pardon, ne soit pas à plus de 3 mètres du pied de l'élévateur. Et puis bien évidemment, si c'est un évent tous les 12 mètres, eh bien, il faut prévoir que l'évent du pied soit à 6 mètres maximum. Il faut bien évidemment ne pas mettre si vous avez un élévateur à bande, il ne faut pas mettre l'évent du côté de la bande. Alors pour 2 raisons, c'est que déjà l'explosion elle va plutôt se propager du côté où il y a le passage, c'est-à-dire du côté des godets. Et puis si vous mettez des évents face à face, c'est pas conseillé puisque normalement c'est même interdit. Les évents ils doivent être vers une zone sûre, non empoussiérée, ce qui n'est pas le cas si vous le mettez.
ici. Les pièges à éviter, évidemment, c'est de... Alors, pour les gens qui mettent en place des évents, c'est bien évidemment de faire un calcul des vents, d'explosion sur les volumes tels que le donne la norme 14491. Ça, on peut l'appliquer éventuellement pour le pied et pour la tête, mais pas pour l'élévateur tout entier, parce que la forme de l'élévateur est très allongée. Hein. On a un ratio hauteur sur diamètre équivalent qui est largement supérieur à 20, et donc on ne peut pas utiliser cette norme de calcul. Il faut éviter de faire une jointure entre deux jambes et puis de mettre un évent sur cette zone. Pour la première raison, c'est que ça n'a jamais été testé et qu'on ne sait pas du tout ce que ça donnera. Et puis que les tests ont été faits pour une section d'une jambe sur chaque jambe. Donc là, je ne sais pas, peut-être mettre 2 évents, mais personne ne pourra garantir actuellement, aucun test n'ayant été fait, ça n'est pas une solution acceptable, quoi. Ce qu'il faut éviter, quelquefois, si vous êtes amené à mettre des évents sur un élévateur, c'est de dire, ben voilà, je mets des évents tous les 6 mètres, par exemple. Ça suffit, c'est ce qui est marqué dans le rapport technique. Mais mon élévateur, il n'est pas à l'extérieur du bâtiment, donc je vais mettre des évents avec arrêt de flamme. Ce qui est possible de mettre des évents, il est possible bien évidemment de mettre des évents avec arrêt de flamme, mais là il faudra tenir compte de l'efficacité parce que pour la plupart des évents, les évents qui s'ouvrent à l'air libre et les évents à surface géométrique égale, qui sont avec arrêt de flamme, ils n'ont pas la même efficacité. Donc il faudra en mettre sûrement beaucoup plus. Et puis, il y a le problème également du canal de décharge, parce que si l'élévateur est installé à l'intérieur d'un bâtiment et que vous mettez des évents d'explosion, la logique veut que cet évent d'explosion ne soit pas à l'intérieur, la décharge de l'explosion ne se fasse pas à l'intérieur du bâtiment, parce que c'est dangereux pour les personnes, parce que ça pourrait être fait, envisagé, mais là, ça relève d'une analyse très spécifique. Parce qu'il y a une montée en pression à l'intérieur, et il faut tenir compte de cette augmentation de pression pour le reste, par exemple, de la tour de manutention. Hein. Donc ça peut être très dangereux. Et puis si c'est une zone plus ou moins bien dépoussiérée, ça risque de poser des problèmes. Parce qu'avec l'onde de pression, on va remettre en suspension, et puis il peut y avoir une explosion. Donc, une solution, c'est de mettre un canal de décharge l'évent va s'ouvrir et le canal de décharge va faire que cette explosion va se dérouler vers l'extérieur. Il faut être très prudent parce qu'un canal de décharge limite encore une fois l'efficacité de l'évent. Et que donc, on va dire que là, on va prendre ce qui est donné dans la norme sur les calculs des vents. Et on va dire que si la longueur du canal est inférieure à la moitié du diamètre équivalent de l'évent, ça n'a pas d'influence. Hein. Donc si on prend un évent qui aurait une surface d'1 mètre carré, et bien si on met un canal de décharge de 0,5 mètres, ça n'aura pas d'influence, donc c'est acceptable. Malheureusement, encore une fois, par expérience, c'est très difficile de mettre des évents avec un canal de décharge de très courte. Alors les contraintes spéciales, oui, je reviens un petit peu parce que tout à l'heure j'ai insisté sur les godets métalliques. Effectivement, dans le rapport technique, il est bien spécifié que si on a des godets plastiques, l'avantage du godet métallique, c'est que, en matière d'explosion, c'est qu'il est métallique, donc il va absorber une partie de l'énergie de l'explosion. Donc il va ralentir la propagation de l'explosion. Ce qui fait qu'il va limiter l'effet, et les calculs et les courbes qui ont été obtenus avec des godets métalliques. Donc les godets plastiques n'ont pas été testés, et ils donnent comme règle d'augmenter en fonction de type de poussière. Il faut augmenter il va falloir augmenter la résistance de l'élévateur en conséquence. Et on voit que si on est quand même sur des poussières entre 100 et 150, il faudra augmenter la résistance de cet élévateur de 35%, ce qui, encore une fois, n'est pas négligeable.
Il y a également la deuxième contrainte. Tout à l'heure, on parlait des jambes cylindriques, enfin, ou tubulaires. Dans ces jambes tubulaires, il faut tenir compte également du fait qu'il y a beaucoup plus de passages libres pour la flamme lors d'une explosion. Et donc, il y a un risque d'accélération beaucoup plus important. Donc on tient compte de ce phénomène également, et il est bien précisé dans ce rapport technique que la résistance dans ce cas, elle doit être doublée par rapport à ce qui était prévu pour des élévateurs avec des jambes rectangulaires. Donc on voit que la solution de faire un élévateur qui résiste mieux avec des jambes tubulaires, ça a aussi un inconvénient, c'est qu'il faut qu'il résiste plus. Donc les contraintes spéciales, le conduit de décharge, effectivement, c'est ce dont je vous parlais. Il faut qu'il soit par définition le plus court possible pour ne pas avoir d'effet. On peut appliquer la norme de calcul pour le volume et le pied et la tête. Bon, on a une règle un petit peu, on va dire, qui est considérée actuellement comme acceptable, c'est que si on a par exemple une longueur de 1 mètre sur un canal de décharge, eh bien, ce mètre normalement est trop important, donc il va diminuer l'efficacité de l'évent, donc on va diminuer la distance entre les évents de cette distance. Alors je m'explique, si vous avez prévu de mettre des évents tous les 6 mètres, et que vous avez des canaux de décharge d'1 mètre, eh bien, il faudra enlever ce 1 mètre, c'est-à-dire mettre des évents tous les 5 mètres. Bon, il y a des études, bien évidemment, qui sont en cours, mais ça prend du temps parce que ça coûte cher. Les contraintes, ben oui, il y a possibilité de mettre des évents avec arrêt de flamme. Bon, il faut vérifier avec le fabricant ou le fournisseur, bien évidemment, que l'arrêt de flamme soit compatible avec le produit transporté. Il y a certains produits qui peuvent s'agglomérer. Bon, je pense au sucre en particulier, où là, il faut quand même être prudent. Il faut vraiment que l'appareil soit certifié pour du sucre ou des choses comme ça, quoi. Maintenant, les mesures de cloisonnement. Donc, les mesures de cloisonnement, on est à l'extérieur de l'élévateur. Donc, ça ne relève pas, on va dire, directement du fabricant de l'élévateur, mais au niveau de latex, on doit tenir compte de l'environnement également. Donc ce cloisonnement, il est fondamentalement indispensable pour éviter une propagation des explosions secondaires. Ce cloisonnement, il doit être adapté au type de protection, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez prévu un élévateur qui résiste à 10 bars, il faudra que les moyens de cloisonnement soient prévus pour résister à 10 bars également. Et puis il faudra tenir compte si c'est un élévateur protégé avec des évents ou avec un système de suppression d'explosion. Il faudra que ce cloisonnement, il soit adapté au process, à la configuration et aux produits transportés. Cloisonner une gaine carrée, c'est pas forcément toujours très facile. Et puis, un dernier élément, c'est que ce moyen de cloisonnement, il doit être certifié ATEX comme système de sécurité. C'est-à-dire que là, c'est sa fonction qui est certifiée, et non pas uniquement comme appareil pouvant être utilisé en zone ATEX. Alors, c'est particulièrement vrai pour les moyens de cloisonnement comme les vannes écluses rotatives qui sont bien connues. C'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait un petit peu de confusion. Les gens avaient des écluses rotatives ATEX, mais elles étaient ATEX pour être utilisées en ambiance et en milieu ATEX, mais elles n'étaient pas ATEX au sens de moyen de cloisonnement. Elles n'avaient pas été certifiées comme moyen de cloisonnement d'explosion. Donc il faut bien tenir compte de ça. Donc les moyens de cloisonnement, principalement les écluses rotatives, les vis, des vannes guillotines ou des barrières de suppression d'explosion qui sont en général couplées avec un système de suppression d'explosion. Donc voilà le dernier point que je voulais aborder, je suis dans les temps, donc c'était la suppression d'explosion qui est une solution envisageable sur les élévateurs. Donc principe de fonctionnement pour ceux qui n'ont jamais été confrontés, sur une explosion on va avoir on prend le cas, là c'est pas un élévateur, mais enfin le principe est toujours le même, on va avoir une montée en pression qui va être détectée très rapidement. Et puis, on va immédiatement inerter et arrêter la propagation de la combustion très rapidement
à l'intérieur du volume pour éviter une explosion, le développement complet de cette explosion. Et donc la pression va redescendre. Donc il faut bien évidemment, comme pour un évent, on va avoir un début d'explosion, on va avoir une montée en pression. Et cette montée en pression, il faut en tenir compte, il faut pouvoir la maîtriser et vérifier que l'élévateur qui est le sujet de la protection, il va bien pouvoir résister à cette pression. Et le cas échéant, de prévoir peut-être un renforcement de cet élévateur si nécessaire, quoi. Donc ça varie bien évidemment, le système de suppression va varier avec le type de poussière qui est appliqué sur l'élévateur. Donc voici le principe de fonctionnement. On va en général supprimer l'explosion dans le volume du pied de la tête, et puis on va éviter la propagation par tous les éléments qui sont reliés à l'élévateur. Donc on va cloisonner au niveau des jambes pour éviter la propagation de la tête vers le pied ou du pied vers la tête. On va cloisonner au niveau du dépoussiérage, puisqu'on a vu que sur la vidéo, même avec un faible diamètre, sur la vidéo, j'ai oublié de le mentionner, mais je crois qu'on était sur un diamètre en dépoussiérage de 80. Et même sur un diamètre de 80, on arrive à propager une explosion. Donc on va faire un cloisonnement de l'explosion avec par exemple de la suppression d'explosion. Et donc on va éviter cette propagation vers les éléments sortants ou les éléments entrants. Donc bon, le système en général est composé de 3 éléments. Bien évidemment un capteur, donc, qui peut être un capteur de pression statique ou dynamique, ou dans certains cas optique pour détecter la flamme de l'explosion. Ensuite, on va avoir une unité de contrôle et puis des suppresseurs d'explosion qui vont employer de la poudre, dans la plupart des cas du bicarbonate de sodium. Et donc, il va éteindre la combustion de l'explosion très très rapidement et éviter sa propagation. Donc, des suppresseurs d'explosion ou ce que nous on appelle des barrières chimiques, donc qui vont diffuser de la poudre du bicarbonate de sodium et donc agir comme barrière de cloisonnement. C'est-à-dire, bon, l'avantage du système de suppression d'explosion, c'est qu'il va pouvoir coupler la protection de l'élévateur à tous les moyens de cloisonnement, c'est-à-dire éviter la propagation en entrée, en sortie et sur les éléments qui lui sont couplés, comme le dépoussiérage et tout ça. Donc voilà. Et ça résout un peu le problème parce que le fait de protéger un élévateur avec des évents, on oublie trop souvent qu'il faut, et j'insiste, tenir compte de ce qui peut se produire en entrée et en sortie. Donc voilà un exemple de protection d'un élévateur avec des capteurs en haut, en bas, et puis des suppresseurs d'explosion sur le pied et la tête, et puis des barrières de cloisonnement qui vont diffuser de la poudre sur la totalité de l'élévateur et donc éviter la combustion à l'intérieur de cet élévateur. Bon, bien évidemment, il y a quelques avantages sur ce type de... c'est la fiabilité, c'est quand même des systèmes SIL2. On peut avoir des historiques d'événements, savoir ce qui s'est produit. On utilise des agents extincteurs qui sont non polluants, c'est du bicarbonate de soude. Pour notre part, on a des réservoirs qui sont hors pression, donc pour lesquels on n'est pas soumis à une requalification décennale. Et on a des réservoirs multipoints pour le cloisonnement d'explosion. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation. J'ai fait un tour, je l'espère, relativement exhaustif sur la protection. J'ai insisté un petit peu sur la réglementation. J'insiste encore sur la réglementation. Ce qui est proposé en matière de protection actuellement, ça ne relève pas d'une vision contractuelle du monde industriel, mais du réglementaire, et c'est le code du travail qui impose à l'exploitant de bien mettre en œuvre tous les éléments relatifs à la protection. Voilà, si vous avez des questions, je pense qu'il y a peut-être un autre micro. Si des gens veulent poser une question, n'hésitez pas ou me consulter. Je suis à votre disposition. Et merci encore pour votre attention.
Bonjour, je voudrais simplement savoir dans quelles conditions ont été réalisés les tests d'explosion sur l'élévateur. Ma question est super simple, elle consiste à savoir si le système était fonctionnel et statique ou statique, et si le dépoussiérage était lui aussi fonctionnel ou à l'arrêt. Alors, sur ces tests qui ont été réalisés, déjà sur les types de poussière, on était sur un KST d'environ 100, hein, entre 100 et 120. Hein. Le test a été fait, alors on est sur de l'explosion, donc bien évidemment les explosions, on parle d'explosion optimale. Hein, quand vous pouvez avoir 20 explosions dans un container, pour lequel vous aurez une ouverture d'un évent qui sera juste le coin. Ça suffira, c'est parce que l'explosion n'est pas optimale. Bien évidemment, tous les moyens de protection, je me permets juste de situer, tous les moyens de protection qui sont proposés correspondent à une explosion optimale qui est possible. D'accord ? C'est la possibilité. Quand vous avez un silo en béton qui tombe, c'est une réalité. Donc maintenant, le test qui a été réalisé, il a été réalisé bien évidemment dans des conditions optimales. Alors comment elles ont été faites ? En fait, l'entrée et la sortie ont été bouclées. Et on a fait tourner l'élévateur pendant une dizaine de minutes pour avoir ce qu'il faut de poussière à l'intérieur. Et à un moment, il est débranché. C'est pour ça qu'à un moment, vous voyez la flamme qui sort. Et le dépoussiérage était fonctionnel. Ce qui fait que vous avez bien eu la propagation dans le cyclone. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à peu près à ma question. Mais après, le dépoussiérage en DN80 sur un élévateur de 12 mètres de haut est inapproprié et ne correspond pas à l'industrialisation d'un équipement de ce type, quoi. Oui, alors là, vous êtes dans votre métier de dépoussiérage. Ça n'est pas le mien. Je me garderai bien de donner des conseils. Non, mais vous avez certainement raison sur la taille du dépoussiérage. Non, s'il n'y a pas de poussière, bien évidemment. Non, mais s'il n'y a pas de poussière, il n'est pas classé à latex à l'intérieur. Donc, s'il n'y a pas de poussière, il n'est pas classé à latex à l'intérieur. Et donc, aussi, dans votre document technique, vous allez au-delà de la Normatex qui classe les poussières en fait, à partir de 300 microns et non 500. Et déclasse les poussières qui ne considèrent pas qu'il y a de risque de poussière lorsque on est sur du gros grain. Hein, donc on est hors zone lorsqu'on est sur du gros grain avec des faibles concentrations en fine ou sans fine. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui est écrit dans la norme. Hein. C'est quelle norme ? La norme de la directive ATEX concernant les poussières. Alors, il y a une petite confusion qu'on retrouve ici. Il n'y a pas de norme ATEX. Les directives ATEX ont été, c'est pour ça que j'ai insisté. Après, c'est une discussion sans fin. Vous êtes dans le dépoussiérage, chacun défend son truc. Moi, j'essaie d'appliquer. Alors déjà, ce n'est pas mon règlement technique ni ma norme ATEX. J'essaie de vulgariser un petit peu le règlement technique tel qu'il existe. Au moins, les gens ont matière à discussion. La discussion est ouverte. C'est comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on peut pas, il n'y a pas de solution clé en main pour tout. Quand on dit, par exemple, tout à l'heure, c'est vrai, vous avez raison, sur le zonage interne, bien évidemment, là, c'est sujet à discussion. Mais quand on dit qu'il ne doit pas y avoir, ou très peu, une quantité très faible de fines, on donne l'exemple, par exemple, c'est décrit, hein, je n'ai pas vraiment insisté, mais c'est bien décrit que si, par exemple, vous faites, cet élévateur est situé juste avant un procédé de filtration du produit qui est transporté, il peut très bien être très propre. L'inconvénient, c'est que la plupart des grains qui sont transportés, c'est que même s'ils sont filtrés au départ, de par leur transport, leur chute et tout ça, vous vous retrouvez avec des fines. C'est ni vous ni moi qui pouvons dire que chez tous les clients tout est parfait. Donc il n'y a pas de, comment dire, il ne peut pas y avoir un texte qui dit voilà telle poussière. C'est vraiment lié à chaque fois. Ce qu'il faut,